lutte dans la vie n'est que chaos qui aspire à l'ordre. Khalil Gibran. Le chaos est rempli d'espoir parce qu'il annonce une renaissance. Colin Serrault. C'est dans le chaos qu'on reconnaît les héros. Victor Lassarte. Du chaos naissent les étoiles. Charlie Chaplin. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Caméra et montage Technical Fall Production. Microphone Jean-Fils Aimé. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Si vous avez prêté attention à mes 3 citations, eh bien, aujourd'hui, nous allons vous parler du chaos. Nous allons vous parler du chaos. C'est pas compliqué. Quand on regarde ce qui se fait actuellement chez nous en Haïti et dans beaucoup de nos pays de Noirs, eh bien, il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre terme pour qualifier l'état de la situation. La situation, elle est chaotique. Chaos au sens de désordre, chaos au sens d'un ordre inversé. Pourtant, si vous avez une fois de plus prêté attention à ce que je vous ai lu au début de l'émission, eh bien, le chaos peut être annonceur de quelque chose. Du chaos peut sortir quelque chose. Du chaos peuvent naître des opportunités. Nous allons aujourd'hui consacrer la première partie de l'émission à décrypter le chaos haïtien, à décrypter le chaos dans nos pays noirs. Ce que j'aime, c'est que ce que je dis d'Haïti trouve un parfait écho dans nos pays africains, dans nos pays antillais. Nos frères africains qui sont nombreux à nous écouter, nos frères et sœurs africains disent, écoutez, vous parliez d'Haïti, mais à bien des égards, on dirait que vous parlez de ce qui se fait chez nous au Congo. On dirait que vous parlez de ce qui se fait chez nous au Mali. On dirait que vous parlez de ce qui se fait chez nous, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, etc. C'est pas compliqué, c'est parce que Haïti, je vous l'ai déjà dit, est traité comme un laboratoire. On essaie des choses en Haïti et ce qui marche au sens de ce qui correspond à ce que nos ennemis veulent, eh bien, ils vont le reproduire ailleurs. En sorte que, quand on comprend bien la situation en Haïti, cela nous permet également de comprendre ce qui se fait ailleurs. Donc, nous allons, à l'émission d'aujourd'hui, parler du chaos qui règne en ce moment en Haïti. Le décrypter, ce chaos, n'est-ce pas? Essayer d'y projeter un petit peu de lumière. Et vers la fin de l'émission, vous savez qu'avec moi, il y a toujours un que faire. Nous verrons qu'est-ce qu'il faut faire. Car la situation n'est jamais désespérée au point qu'il n'y a pas de porte de sortie. Il y a toujours une porte de sortie, sauf que parfois, cette porte requiert de l'audace, cette porte commande le courage, et c'est là où ça grince, c'est là où, n'est-ce pas, chacun se défile. Vous connaissez le rituel à ce stade-ci de l'émission. Je vous invite donc à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. J'ai besoin de toute votre attention car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure. Bon retour, vous vous souvenez qu'avant la pause, on s'était promis de parler du chaos qui règne dans nos pays, en particulier du chaos qui règne en Haïti. C'est pas compliqué. Tout le monde a peur ces jours-ci. Quand on sort d'un point A pour se rendre à un point B en Haïti et qu'on
retourne au point A, cela tient d'une exception. Ceux qui croient au miracle vont vous parler de miracle parce que c'est le fait d'être kidnappé qui devient normal. Nos ennemis, tant intérieurs que ceux de l'extérieur, ont fini par faire d'Haïti un état d'exception. On ne vit plus normalement dans ce pays, on y vit exceptionnellement. C'est ce qu'on appelle un état d'exception. Les règles sont exceptionnelles, le comportement est exceptionnel. Et c'est précisément ce qu'on appelle le chaos. Or, étant un optimiste irréductible, je crois que le chaos cache toujours quelque chose. Du chaos peut naître l'ordre. Mais l'ordre ne naîtra pas de lui-même, il faut qu'il soit voulu, il faut qu'il soit préparé, il faut qu'il soit mis en place. Et aussi, j'ai été chercher des citations de divers auteurs que j'aime. La première est de ce poète libanais que vous connaissez sûrement, Khalil Gibran, qui a dit « Toute lutte dans la vie n'est que le chaos qui aspire à l'ordre ». Donc la vie, nous dit Khalil Gibran, est un combat permanent entre l'ordre et le désordre. Il est plus facile au désordre de s'installer parce que cela nous en coûte moins que de nous laisser aller au désordre. Il est beaucoup plus facile de détruire que de construire, tandis que l'ordre suppose, n'est-ce pas, une certaine pensée, l'ordre suppose un certain ordonnancement. Quand on dit chaos, on pense que c'est un mot français, mais ce qu'on oublie, c'est que chaos vient justement du grec chaos, qui est le contraire de cosmos, qui donne l'univers, qui est le contraire de cosmos, qui donne justement le mot cosmétique, comme lorsqu'une femme prend le temps d'appliquer sur son visage des produits cosmétiques. Elle y a pensé, elle a minutieusement choisi ses produits et elle applique ces produits selon un certain art. Donc, il est plus facile de sombrer dans le chaos, comme il est plus facile de sombrer dans le désespoir que de cultiver l'ordre, que de cultiver l'espoir. Eh bien, Khalil Gibran nous rappelle que mais la vie, c'est un combat perpétuel entre le désordre, qui est primordial, le désordre qui est fondamental, le désordre qui est premier, et l'ordre qui doit être construit. Voilà pourquoi beaucoup de gens se laissent aller au désespoir devant le chaos qui s'installe et qui se répand tel, si vous voulez, une pieuvre. Non, il faut travailler pour le retour à l'ordre. Et donc, c'était ma première citation pour vous. La deuxième citation, c'est celle d'une actrice, scénariste, n'est-ce pas, productrice française, Colline Serrault, qui, lors d'une entrevue à la radio, a dit quelque chose d'extraordinaire. Elle a dit, Colline Serrault, « Le chaos est rempli d'espoir parce qu'il annonce une renaissance ». Et lorsque j'ai lu cette citation, eh bien, elle me fait penser à la définition que Antonio Gramsci, ce penseur, n'est-ce pas, ce philosophe italien, avait donné du mot crise. Eh bien, qu'est-ce que Gramsci avait dit de la crise? Eh bien, Gramsci avait dit qu'une crise, c'est un ordre ancien qui doit disparaître, qui sent qu'il va disparaître, et un ordre nouveau qui tente à advenir, mais l'ordre ancien n'est pas tout à fait disparu encore, puisqu'il y a des gens qui tiennent à l'ordre ancien parce qu'ils tirent des profits de l'ordre ancien, et l'ordre nouveau n'est pas complètement installé non plus parce que cela prend de l'effort, cela prend de la patience avant que l'ordre nouveau s'installe. Et justement, on parle de crise lorsqu'on est entre ces deux états-là. L'ordre ancien ou l'état ancien qui doit disparaître de toute façon, mais auquel une bonne partie des gens tient parce que ils sont dans une certaine zone de confort. Et l'ordre nouveau qui doit s'installer et qui fait peur parce que tout ce qui est nouveau fait peur. Et on se retrouve dans cet entre-deux. Et Colline Serrault nous dit quelque chose d'analogue. Eh bien, il dit que le chaos est rempli d'espoir.
Voyez ce qui se fait en Haïti, même s'il nous fait pleurer, même s'il nous fait grincer les dents, même s'il nous fait nous questionner, eh bien, si on le décrypte comme il faut, ce chaos, il est porteur d'une renaissance. C'est ce que Colin Serrault nous dit. Et j'essaierai, d'ici à la fin de l'émission, de vous indiquer l'espoir qui pointe sous, justement, ce chaos formidable qui s'installe dans notre pays. L'autre citation, elle est de Victor Lassarte, c'est dans le chaos qu'on reconnaît les héros. Ça, c'est vrai, ça. Et c'est dans le chaos qu'on reconnaît les leaders. Vous savez, dans l'histoire de chaque pays, dans l'histoire de chaque collectivité, il y a ce qu'on appelle des hommes et des femmes d'exception. Ces hommes et ces femmes d'exception, ce sont des leaders qui naissent comme ça dans une conjoncture et on pensait que tout était fini, on avait les yeux tournés vers un ailleurs, alors que du chaos, de la conjoncture, naissent des leaders. Et vous savez, quand on parle de leadership, les gens, certaines fois, ont le regard tourné vers un individu, vers des critères très individuels, vers des critères très personnels. Alors que, pour moi, le véritable leader, c'est quelqu'un qui est en parfaite adéquation, écoutez-moi bien, avec sa collectivité et les circonstances. Donc, il y a leader lorsqu'il y a parfaite adéquation entre ce à quoi aspire une collectivité et ce que commande la conjoncture. C'est ce qu'on appelle un leader. Pourquoi Toussaint Louverture, n'est-ce pas, pendant la période de la colonie, était considéré comme le leader qui a émergé? Mais parce que Toussaint Louverture était en parfaite adéquation avec sa collectivité. Quand on dit sa collectivité, mais la majorité des esclaves, quand on dit la collectivité, n'est-ce pas, les maîtres blancs qui étaient là, il les comprenait. Et il était en parfaite adéquation avec, n'est-ce pas, la masse la masse d'esclaves, pardon, la masse esclavagisée. Il était aussi en adéquation en ce qu'il comprenait ce que recherchaient en termes d'intérêt les anciens esclavagistes et il avait une lecture parfaite, une lecture adéquate de la conjoncture, c'est-à-dire des enjeux du moment. Eh bien, quand vous avez quelqu'un, homme ou femme, qui est en parfaite adéquation avec sa collectivité et qui est en parfaite adéquation avec les enjeux du moment, donc la conjoncture, ça fait un leader. Eh bien, Victor Lassarte dit, c'est dans le chaos qu'on reconnaît les héros, car ceux qu'on appelle des héros, au fait, ce sont des gens qui comprennent si bien leur collectivité, qui sentent tellement parfaitement les aspirations de leur collectivité et qui en même temps lisent parfaitement la conjoncture, qu'on finit par dire c'est l'homme ou la femme qu'il nous faut. Et c'est dans des situations chaotiques que ces leaders-là naissent. Enfin, ma citation préférée, elle est de cet acteur, producteur, scénariste, mais ce comique anglais, Charlie Chaplin, qui n'a jamais vu un film de Charlie Chaplin. Eh bien, il a dit, dans un texte beaucoup plus long, dont je vous présente donc cet extrait, eh bien, Charlie Chaplin a dit, c'est du chaos que naissent les étoiles. C'est tellement vrai. Je suis théologien de formation et je m'intéresse aux mythes spirituels fondateurs des collectivités. Et quand les spiritualités vont nous parler de l'émergence de l'univers, eh bien, toutes les spiritualités nous disent que l'univers, le cosmos, ou aujourd'hui les univers, ou le plurivers, pour parler comme les experts dans les sciences de la physique quantique, puisqu'il y a plusieurs univers, effectivement, eh bien, toutes ces spiritualités anciennes nous disent que le cosmos est né du chaos. L'univers ou les univers naissent d'un chaos primordial. Voilà pourquoi Charlie Chaplin, réfléchissant sur sa propre vie, réfléchissant sur son propre itinéraire, sur sa propre trajectoire, eut à dire « Mais c'est du chaos que naissent les étoiles ». Mon mantra personnel
ma conviction personnelle, c'est que derrière chaque crise se cachent des opportunités. Il suffit de savoir les lire et de les trouver. Donc, les amis, même si le chaos qui s'installe dans notre pays, même si le chaos qui s'installe dans nos pays, n'est-ce pas, porte au découragement, il faut résister au découragement, décrypter ce chaos, en comprendre la nature, en comprendre les supports, les piliers et les suppôts, et proposer des solutions une fois que on l'aura compris. Et c'est d'ailleurs mon rôle comme analyste. Que fait l'analyste? De par son étymologie, analucto, eh bien l'analyste, qu'est-ce qu'il fait? Il décompose l'ensemble en ses éléments constitutifs. Il va regarder cet ensemble chaotique qu'est Haïti aujourd'hui, cet ensemble chaotique qu'est tel autre pays africain. Il va le déconstituer en ses éléments. Et là, il va regarder chaque élément à part pour le comprendre de manière à proposer une solution. Et c'est ce qui me passionne, moi. C'est ce qui me motive semaine après semaine. Je veux, après avoir causé avec des gens, et Dieu sait que je parle à toutes sortes de monde pour essayer de synthétiser une solution véritablement haïtienne, à toutes sortes de gens, de monsieur et madame tout le monde, jusqu'à des experts les plus chevronnés, pour essayer de synthétiser une solution. Et aujourd'hui, nous allons décrypter le chaos haïtien de manière à proposer une option vers la fin de l'émission. Alors, regardons de quoi est fait ce chaos. Alors, comme je l'ai annoncé au début de l'émission, nous allons donc, à partir de cet instant, décrypter le chaos haïtien. On l'appelle chaos, on l'appelle crise. C'est une crise profonde. Et c'est la profondeur de cette crise, sa complexité, qui commande un autre vocabulaire. Il faut plutôt parler de chaos. Le chaos, c'est lorsque le désordre l'emporte sur l'ordre, si bien que ceux qui sont appelés à instaurer un certain ordre, ceux qui sont appelés à imprimer un certain sens au vivre ensemble, capitulent tout simplement. Et c'est ce qui arrive en Haïti. Ceux qui sont au pouvoir, et là encore, c'est un mot qu'on utilise par euphémisme, on regarde les gens qui sont au gouvernement, en ce moment on dit mais de quel pouvoir disposent-ils? On a l'impression que leur pouvoir ne dépasse pas la superficie de leur bureau ministériel. Donc je disais, le mot chaos convient plus en ce moment que le mot crise parce que le désordre l'emporte à un point tel sur l'ordre que finalement le mot crise me paraît trop faible. Parce que la crise est à ce point complexe, elle est à ce point compliquée qu'il faut un autre mot. Chaos pour désordre généralisé. Mais on va essayer de décrypter ce chaos. Quels sont les éléments constitutifs de ce chaos? Quels sont les piliers ou les supports qui, par définition, soutiennent ce chaos et qui font en sorte que le chaos étend ses tentacules partout? Eh bien, les amis, ayons le courage de le dire, le premier soutien de ce chaos, c'est parce que il y a une crise d'hommes dans ce pays. Je recevais
à mon atelier du mercredi. Vous savez, on a un atelier, une initiation à la citoyenneté chaque mercredi sur cette chaîne, atelier dans lequel je reçois des experts avec des champs de compétences, n'est-ce pas, différents. Et j'avais reçu une sommité haïtienne en matière de génie électrique, etc., le professeur Samuel Pierre, et on réfléchissait à ce chaos haïtien, et on est convenu de dire, lui et moi, que Jean, ce qu'il y a de plus triste, c'est que sur les 14 millions d'hommes et de femmes que nous sommes, on estime cela, on pense qu'on est 10 à 11 millions d'Haïtiens vivant sur le territoire d'Haïti et 4 millions vivant à l'extérieur d'Haïti. Et le professeur Samuel me disait, Jean, ce qu'il y a de plus triste dans cette crise polymorphe haïtienne, c'est qu'il n'y a pas un seul homme, il n'y a pas une seule femme qui puisse s'élever au-delà de la mêlée et dont la parole soit écoutée de tous et de toutes. Vous voyez à quel point c'est triste? Exemple, je suis historien de formation. Pendant cette fameuse guerre des nations européennes qu'on appelle improprement la Seconde Guerre mondiale, c'était une guerre européenne et ce sont les Européens qui ont entraîné les autres là-dedans. Eh bien, pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, quand un Churchill prenait la parole au nom des Anglais, mais il était écouté. On disait, mais c'est notre Premier ministre qui prend la parole et sa parole vaut pour nous tous les Anglais. Quand Charles de Gaulle, même s'il était en exil, prenait la parole sur la BBC et qu'il invitait les Français à la résistance, n'est-ce pas? Eh bien, sa voix était écoutée. Mais le problème dans l'Haïti actuel, c'est que chacun parle pour sa chapelle, chacun va être écouté à l'intérieur d'une certaine sphère, chacun va avoir une certaine influence, une influence plus ou moins grande à l'intérieur, n'est-ce pas, d'une certaine superficie, mais il n'y a personne d'entre nous qui soit écouté de tous et de toutes. Quelqu'un dont on puisse dire, lui là, il nous représente, il nous parle en notre nom à tous. Et ça, les amis, c'est ce qui fait le plus mal. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y a plus d'Haïtiens compétents. Au contraire, les compétences haïtiennes rayonnent de tout leur feu partout à travers le monde et dans toutes les activités humaines. Quand je dis compétences haïtiennes, je parle des compétences à l'intérieur du pays, je parle des compétences haïtiennes à l'extérieur du pays, il y en a. Mais l'affaire, c'est que il n'y en a pas un seul homme ou une seule femme qui a ce rayonnement pan-national, ce rayonnement qui va faire en sorte que quand c'est lui ou quand c'est elle qui parle, on fait silence, on suit ses directives. Vous savez, quand on en arrive là, les amis, c'est qu'on n'est plus justement dans une simple crise, on est dans une crise à vocation complexe parce que chacun va parler pour sa chapelle, chacun va parler pour son cercle d'amis et on va se retrouver avec des cercles, n'est-ce pas, qui sont en collusion les uns avec les autres. Et vous savez, ça fait l'affaire justement du chaos. Ça fait l'affaire justement de ceux qui entretiennent le chaos et qui tirent profit du chaos. Comment en sommes-nous arrivés là, les amis, à cette crise d'hommes? Comment en sommes-nous arrivés à cette étape, malheureusement, où personne ne peut prendre le micro et imposer, n'est-ce pas, une certaine attention, personne ne peut monter au créneau, c'est le cas de le dire, et parle au nom de la nation haïtienne. Et personnellement, je doute même de l'existence d'une nation haïtienne. Car avec le temps, nous avons fini par perdre tout ce qu'une nation digne de ce nom a en commun. J'ai déjà présenté une émission
pour montrer que, écoutez, le mot nation est peut-être une exagération langagière quand on parle de la population haïtienne, car avec le temps, nous n'avons pas su maintenir ce que les ancêtres avaient comme projet national pour nous, et justement, le temps a érodé ce que nous avions en commun. Pour sortir du chaos, nous devons construire, les amis, un consensus autour d'un certain type d'hommes et de femmes au pluriel. Au fait, ce n'est pas un messie qu'il nous faut, les amis. Attention. Je ne veux pas avoir une approche messianique de l'histoire, puisque je vous ai déjà dit il y a quelques instants à cette émission, un leader, c'est quelqu'un qui est en parfaite adéquation avec sa collectivité, donc qui reçoit une attribution, qui reçoit un mandat de sa collectivité, parce que cette personne, homme ou femme, est en mesure de lire, n'est-ce pas, parfaitement la conjoncture pour proposer des options. Donc, pour transformer ce chaos généralisé en un ordre, il nous faut résoudre, n'est-ce pas, ce premier pilier de cette crise complexe, de cette crise compliquée à l'haïtienne. Il nous faut résoudre le problème de la crise d'hommes. Vous savez ce qui m'attriste? Plus on est compétent, moins on peut s'entendre dans ce pays. On dirait que chaque intellectuel haïtien a dans sa poche une velléité de devenir chef lui-même ou elle-même, en sorte que quand je m'assois avec un tel, quand je m'assois avec une telle, et que le point à l'ordre du jour, c'est de construire un consensus pour nous sortir de la crise, la question que chacun a à son esprit, c'est qui va être le chef. Et là, je vais dire la question, mais pourquoi c'est lui qui devrait être mon chef et non pas moi? Et l'autre va dire, mais pourquoi c'est elle et non pas moi, etc. Et on passe beaucoup de temps à se chamailler comme ça entre nous, parce qu'il n'y a pas une alliance des gens de bien dans ce pays. La crise est d'abord une crise d'hommes. Vous savez, les gens qui sont de mauvaise foi, on va le dire ainsi, s'entendent plus facilement que les gens de bien. Parce que ça demande de mettre de côté son ego, ça requiert de mettre de côté, n'est-ce pas, ses intérêts personnels, ça demande qu'on mette de côté ses ambitions personnelles pour confier à quelqu'un d'autre qui n'a peut-être pas ma compétence, à quelqu'un d'autre par rapport auquel j'ai peut-être plus de compétences, pour dire non, mais puisque c'est lui ou elle qui fait consensus, je vais taire mes ambitions personnelles et pousser son leadership de manière à nous sortir de cette crise d'hommes. Les amis, finalement, j'ai parlé dans l'un de mes textes de Albert Einstein qui a dit, vous savez, le monde ne périra pas à cause des méchants qui font des méchancetés. Les méchants sont là pour faire des méchancetés. Mais le monde périra, dit Einstein, à cause des gens de bien qui laissent passer le mal sans l'empêcher. Je parle à toutes sortes de monde, tant en Haïti qu'en diaspora, et j'ai cette tristesse dans le cœur devant la démission des gens de bien dans mon pays. Il y en a qui ont une station d'essence. Il y en a, n'est-ce pas, qui disent, moi, j'ai choisi de ne pas laisser Haïti parce que je croyais justement en l'avancement de ce pays. Je croyais en un progrès dans ce pays. Mais regardez ce qu'ils nous ont fait. Mais quand, après les avoir écoutés, je leur dis, mais pourquoi vous ne faites pas une alliance entre vous, gens de bien? Pourquoi vous ne faites pas une alliance entre vous, gens compétents, pour renverser justement le désordre et
mettre sur pied un ordre consensuel, car la majorité des Haïtiens aspirent à un ordre, mais ils attendent qu'il y ait une alliance entre les gens de bien. Chacun se faufile, chacun se défile. Et pire, quand on essaie de se réunir entre gens de bien, la rencontre finit toujours en queue de poisson, car la question qui reste toujours en suspens, c'est qui va nous diriger? Les amis, pour résoudre ce premier pilier de ce chaos, nous devons accepter de mettre de côté nos égos, nos ambitions personnelles, nos intérêts et travailler dans ce pays à une alliance des gens de bien. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais promis d'en venir avec une liste d'hommes et de femmes qui nous ont été suggérés et qu'on a contactés pour beaucoup d'entre eux. Et je vous dirai vers la fin de l'émission ce que ça a donné. Mais la crise est profonde, les amis, parce que dans ce pays, il y a une crise d'hommes et de femmes. Où sont les hommes? Où sont les femmes qui ont un panache national? Où sont les hommes? Où sont les femmes qui ont un rayonnement national au point que si c'est lui ou si c'est elle qui parle, tout le monde écoute? Vous savez quoi? Ça ne tombe pas du ciel. Ça doit se construire. On le construit dans le dialogue. On le construit dans le sacrifice. On le construit en se donnant des objectifs communs sans tenir compte de cette question combien clivante, à savoir, mais qui va mettre ça sur pied? On verra. Mais pour l'instant, est-ce qu'on peut s'entendre sur ce qu'il faut faire? Et au moment de passer à l'acte, on trouvera un consensus pour mettre cela à exécution. Le deuxième pilier de ce chaos, cela va sans dire, mais c'est une crise institutionnelle, les amis. Qui bâtit les institutions? Ce sont des hommes. Mais dans tous les pays où les institutions marchent, les hommes qui mettent les institutions sur pied se sont imposés un mot d'ordre. Quel est ce mot d'ordre qu'ils se sont imposés? Les institutions doivent être plus fortes que les hommes. Les amis, ce n'est pas compliqué. Les humains se sont toujours donné des institutions, peu importe le nom que porte cette institution-là. Mais pour qu'une institution marche, l'institution doit être plus forte que les hommes qui l'ont mise sur pied. Ce qu'il y a dans notre pays, c'est que, ou bien dans nos pays, c'est que on ne sait plus à construire des institutions, mais uniquement sur papier. De beaux châteaux de cartes, de beaux châteaux de sable, mais c'est des institutions qui sont à ce point faibles parce que les hommes qui les ont construites l'ont voulu ainsi, qu'il suffit de souffler dessus pour que tout s'écroule. Laisse temps de le dire. Dans mon livre Haïti, miroir d'une société en décomposition avancée, j'ai avancé l'hypothèse que voici. Au fait, quelles sont les institutions qui marchent dans ce pays? Marche, encore une fois, c'est un gros mot, ce sont les églises. Les églises ne sont même pas des institutions parce que ce sont des business au service d'une personne. Le bâtiment est acheté au nom d'une seule personne, etc. Vous avez les bordels qui marchent, pas vrai? Parce que la pauvreté est telle que beaucoup de gens, beaucoup de jeunes se prostituent, mais voilà, eh bien ça marche, ça rapporte aux tenanciers de ces bordels. Vous avez les borlettes, je l'ai dit. Puisque l'État, si tant est qu'il existe encore un État dans ce pays, n'offre aucun filet social à la population, eh bien les gens se livrent au jeu du hasard, c'est ce qu'on appelle chez nous les borlettes. Et vous avez les banques. Ah oui, ça marche, les banques. Les banquiers s'entendent pour étouffer encore une population exsangue.
Les banquiers s'entendent pour mettre sur pied, n'est-ce pas, des plateformes de captation des devises de la population. Ah oui, si bien que les banques haïtiennes comptent parmi les banques les plus rentables de la région. Mais il n'y a pas une seule institution étatique qui marche. Il n'y a pas une seule institution étatique qui marche. Ne comptez pas sur la justice. La justice, elle est vénale, elle est censitaire, n'est-ce pas? Elle se vend dans ce pays, mais tout le monde s'en fout. Moi, j'avais dit, la justice ne marche à ce point pas dans ce pays que s'il n'y a pas une enquête internationale, mais les gens qui ont assassiné le président Jovenel Moïse ne seront pas du tout inquiétés. Et c'est ce qu'on voit là, pas vrai? C'est ce qu'on voit. La justice ne marche à ce point pas dans ce pays qu'on kidnappe impunément, on kidnappe à visière levée. Pourquoi les institutions ne marchent pas? Parce que les hommes sont plus forts que les institutions. Nous laissons faire. Nous laissons un ministre violer les règles de fonctionnement du ministère. Nous laissons un premier ministre, n'est-ce pas, nommé dans la fonction publique comme il veut. Nous laissons les sénateurs et les députés nommer leurs petits amis, leurs maîtresses, leur second bureau. Tout le monde fait ça, n'est-ce pas, dans la diplomatie. À un moment donné, il n'y a aucune institution qui tienne. Les hommes sont plus forts que les institutions. Et c'est pour ça que j'ai dit, pour sortir du chaos haïtien, ce n'est pas des élections que ça nous prend là. Il faut prendre le temps de mettre des garde-fous institutionnels en Haïti, de telle sorte que lorsqu'on aura une nouvelle cuvée d'élus, que ces derniers vont tenter, par exemple, n'est-ce pas, de corrompre le système, que le système leur résiste, parce que les institutions qu'on va mettre sur pied auront été suffisamment fortes qu'elles vont résister à l'assaut des politiciens corrompus et corrupteurs. Donc nous avons un pilier institutionnel dans la crise. Et normalement, vous ne demandez pas aux élus de réformer les institutions, non. Dans des pays où le chaos s'installe, ceux qui parviennent au pouvoir, en parlant des élus, ils parviennent au pouvoir précisément parce qu'ils comprennent le mode de fonctionnement du chaos. Ils se sont hissés jusqu'au sommet du pouvoir parce qu'ils ont eux aussi bénéficié du chaos. Donc vous n'allez pas leur demander de réformer les institutions grâce auxquelles ils sont parvenus au pouvoir. En fait, il y a une façon très vulgaire de dire ça. On ne change pas un numéro gagnant. Vous jouez à la loterie, il y a un numéro qui vous a rapporté le gros lot, vous n'allez pas le changer demain matin, vous allez le rejouer. Et donc, le deuxième pilier de ce chaos, c'est les institutions. En fait, les institutions sont au service d'une poignée d'hommes. Regardez, vous pensez qu'il y a un seul Haïtien sensé qui croit que les douanes marchent selon des règles, non? Vous pensez qu'il y a un seul Haïtien sensé qui pense que, n'est-ce pas, la DGI, c'est-à-dire la Direction Générale des Impôts, taxe ou impose tout le monde selon ses moyens? Pas du tout. Sur quelle planète on vivrait pour croire ça? Aussi longtemps que les hommes seront plus forts que les institutions, on va toujours s'installer à des degrés divers dans une situation chaotique. Qui règne sur les institutions? Qui règne sur les hommes normalement? Eh bien, les hommes et les femmes qui constituent l'État. Attention, la population n'est pas l'État. Souvent, les gens comprennent mal cela. Le simple citoyen ne fait pas partie de l'État. Le simple citoyen donne mandat à des hommes et des femmes qui vont le diriger. Ceux-là, n'est-ce pas, forment l'État.
Eh bien, précisément parce qu'il y a une crise d'hommes, précisément parce que les hommes sont plus forts que des institutions, eh bien, nous nous retrouvons avec une crise étatique. Quand des gens parviennent dans la machine étatique, ils savent déjà que les institutions sont pourries de la base au sommet. Eh bien, eux, ils vont entrer dans l'État dans l'intention unique de se servir, de servir leurs proches, sans aucun souci du bien commun, sans aucun souci, n'est-ce pas, du sens de responsabilité. Le site internet du docteur Jean-Fils Aimé s'est refait une beauté. Suivez-moi, on va le découvrir ensemble. Tout d'abord, il y a la biographie, pour en savoir plus sur les multiples carrières et talents du docteur Jean-Fils Aimé. Ensuite, il y a la boutique. Dans la boutique, vous allez trouver les livres, les audios, les formations, mais aussi le service de mentorat. Commençons par les livres. Dans les livres, vous trouverez le plus récent livre du docteur Jean-Fils Aimé, Être noir, une fabrication occidentale, en français et en anglais. Vous trouverez aussi le livre sur Haïti, en français et en anglais. Et bien entendu, les autres livres du docteur Jean-Fils Aimé sont disponibles aussi. Pour commander votre livre, il suffit de cliquer sur l'article et de l'ajouter dans votre panier. Une fois ajouté dans votre panier, vous pouvez soit payer par PayPal si vous avez un compte PayPal ou si vous créez un compte PayPal, ou bien vous pouvez aussi payer par votre carte de crédit. Nous livrons partout où c'est possible. Dans la boutique, il y a aussi les audios. Les audios, ce sont les anciennes émissions de Jean-Fils Aimé qui passaient à la radio et qui ne sont pas disponibles sur YouTube. Les audios sont classés par catégorie, religion et spiritualité, sociale. Allons voir religion et spiritualité. Vous trouverez toutes sortes de sujets. L'histoire de la réforme protestante, d'où viennent les églises protestantes, d'où vient l'idée du paradis, qui est Satan, à quoi sert-il, etc., etc. Dans la boutique, il y a aussi les formations. Les formations, c'est un service à venir. Suivez une formation en groupe avec Jean-Fils Aimé. On trouve aussi le service de mentorat, service à venir. Développez vos aptitudes avec Jean-Fils Aimé comme mentor. Pour ne rien manquer du service de mentorat et des formations, inscrivez-vous à notre infolettre. Qui forme les hommes qui nous dirigent? Quelle est l'institution qui devrait enseigner le sens de la citoyenneté, enseigner la conscience nationale, la conscience patriotique? Quelle est l'institution qui devrait, n'est-ce pas, nous apprendre à subordonner nos propres intérêts, nos ambitions personnelles aux intérêts collectifs, aux intérêts de groupe? L'école. Les amis, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, et tous ceux qui s'y connaissent en histoire des idées politiques, qui s'y connaissent en histoire des réformes, savent que pour réformer durablement un peuple, pour réformer durablement une collectivité. Le bel exemple, c'est la Chine. On pourrait aussi parler du Japon. On pourrait parler du Québec et d'autres exemples. Pour réformer durablement une collectivité, pour réformer ou changer les hommes dans un pays, et donc, subsidiairement changer les institutions dans un pays, il faut s'occuper de l'école. On ne peut pas avoir la même école qui enseigne le chacun pour tous, le chacun pour soi, Dieu pour tous,
On ne peut pas avoir la même école qui ne nous apprend rien sur ce que nous avons en commun, la même école qui ne nous apprend rien sur une identité nationale, donc une identité commune, et espérer que quand des jeunes sortent de l'école et qu'ils parviennent à gérer des institutions, on ne peut pas espérer que ceux-là ou celles-là vont donner quelque chose de nouveau. C'est même idiot. Je pense que c'est encore une fois Einstein qui a dit, on ne peut pas semer les mêmes causes dans les mêmes circonstances et espérer obtenir des résultats différents. Pas du tout. Les mêmes causes dans les mêmes circonstances produisent toujours les mêmes effets. Les politiciens que nous avons là, les politiciennes, les dirigeants, les gestionnaires que nous avons, à quelque institution qu'ils appartiennent, ils sont le produit de nos écoles coloniales. Et encore une fois, vous n'allez pas demander à un élu de réformer, n'est-ce pas, le système de l'éducation nationale, le temps d'un mandat, parce que, mais d'abord, le ministre, il est nommé par un premier ministre en fonction, n'est-ce pas, des jeux d'intérêt qu'on retrouve dans le Parlement, et s'il va trop fort, mais il peut perdre son poste en 6 mois. Alors que, comme je l'ai dit dans mon livre encore une fois, la réforme du chantier de l'éducation nationale, c'est une réforme fondamentale si l'on veut avoir un autre pays. Pour avoir un autre pays, il faut avoir un nouveau type d'homme. Et pour avoir un nouveau type d'homme, il faut avoir une nouvelle école. Toute cette crise d'hommes qui produit une crise institutionnelle, laquelle crise institutionnelle produit une crise étatique, laquelle crise étatique produit une crise politique, on va en parler. Tout ça, là, les amis, c'est pas compliqué. On est en train de décrypter le chaos. Tout ça est le produit d'un seul et même creuset. Quel est ce creuset? L'école. Au fait, nous n'avons à ce point pas d'État dans ce pays. Vous connaissez la statistique en Haïti que plus de 80 à 85% de nos écoles sont aux mains du secteur privé. En général, quand on parle d'école en Haïti, le mot à retenir, le mot qui vient à l'esprit, c'est business. Vous avez des gens qui, dans l'écrasante majorité, n'ont jamais subi une formation de maître et qui regardent, n'est-ce pas, à gauche et à droite et qui disent, écoutez, en attendant de faire de la politique, mais je vais ouvrir une école. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans l'écrasante majorité, c'est le cas. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont le sens de la vocation, il y a des gens qui ont le sacerdoce éducationnel. Bravo pour ces gens-là. Ce sont des héros. Mais 9 fois sur 10, les chiffres sont là pour le démontrer. Entre 80 à 85% de nos écoles sont fondées par le secteur privé. Alors, la personne qui ouvre une école, elle n'a aucune formation des maîtres. Tout ce qui l'intéresse, c'est de créer une business parce que la business de l'école marche. Puisque l'État se désengage du système de l'éducation, eh bien, le secteur privé occupe l'espace parce que les parents, eux, ils veulent envoyer leurs enfants à l'école car ils savent que c'est seulement par la scolarisation que les enfants vont pouvoir bénéficier d'une promotion sociale. Alors, dès que tu ouvres une école en Haïti, ça marche. Mais qu'est-ce qu'on a comme cursus? Le même foutu cursus colonial. Vous suivez, n'est-ce pas, les cours qui se donnent dans ces écoles-là, il n'y a pas un seul cours de civisme qui soit digne de ce nom. Il n'y a pas un seul cours qui nous enseigne, n'est-ce pas, la conscience sociale, la conscience du bien commun. D'ailleurs, même si on l'enseignait, l'élève n'écouterait pas parce que ce qu'il voit autour de lui, l'élève, parlerait si fort qu'il n'entendrait pas ce que le maître de classe dit. Est-ce que c'est avec cette école-là qu'on va construire une nouvelle Haïti? Voyons donc, les amis, voyons donc.
Arrêtons de nous mentir, arrêtons de nous précipiter dans ce que j'appelle ce carnaval électoral dans lequel, n'est-ce pas, les politiciens sont les plus pressés à nous plonger et la communauté internationale aussi parce qu'elle a des choses à se faire pardonner. Ricardo Setanfus, l'ancien diplomate brésilien, n'est-ce pas, en Haïti, parle des échecs de la communauté internationale en Haïti. Puisque la communauté internationale gaspille et détourne beaucoup d'argent des contribuables internationaux, eh bien la communauté internationale veut se donner bonne conscience en organisant des élections. Au moins, lorsque des gens aux États-Unis, lorsque des gens en France, lorsque des gens au Canada vont demander, mais vous mettez tant d'argent en Haïti, quels sont les résultats? Eh bien, les coopérants internationaux veulent pouvoir dire, nous avons un président qui est élu au suffrage universel. C'est leur seul souci pour nous. Mais la démocratie ne saurait se réduire à l'organisation d'un carnaval électoral. D'autant que dans le cas de nos pays, ceux qui sont issus de ces élections ne sont même pas élus véritablement. Ils sont choisis par la même dite communauté internationale. Donc, est-ce qu'on peut prendre le temps, les amis, de regarder tout ce design politique de ce pays? Quand on prend le temps de le réaliser, eh bien, on va voir que un autre pilier de ce chaos, c'est l'immoralité publique. Les pays noirs n'ont pas l'apanage de la corruption, les pays noirs n'ont pas l'apanage de l'immoralité. Le problème dans nos pays, le problème en Haïti, c'est que ceux qui sont épinglés dans les problèmes de corruption ne sont pas punis. Ceux qui sont épinglés dans les problèmes de corruption ne sont pas sanctionnés et conséquemment, vous savez comment nous, les humains, on agit, action-réaction. Si en posant telle action, on pose un geste qui me décourage, je ne vais plus le reproduire, du moins pas tout de suite. Mais lorsque on ne me sanctionne pas pour un acte d'immoralité que je pose, qu'est-ce qui se passe? Non seulement moi-même, je vais le reproduire, mais ceux qui me regardent vont le reproduire et vont reproduire ce même geste plus facilement et plus fréquemment. Et vous voyez, ce sont des vases communicants, puisque l'institution de la justice et ses divers démembrements ne fonctionnent pas véritablement parce que ces institutions-là sont plus faibles que les hommes qui y travaillent, eh bien, conséquemment, on peut plonger dans la corruption sans aucun souci, sans aucune inquiétude, parce que de toute manière, plus personne ne s'inquiète du problème de corruption dans nos pays. Et là, vous demandez à des politiciens qui sont élus grâce à un système de corruption, de corriger la corruption, vraiment? Vous voulez demander à des politiciens qui parviennent au pouvoir parce que des oligarques, des gens qui ont le moyen, les ont achetés avec leur argent, les ont placés au pouvoir de manière à avoir un retour d'ascenseur, vous leur demandez de régler le problème de corruption. Sommes-nous sérieux? Et donc, lorsque moi, un accord me dit que dans 2 ans, on peut aller en élection, lorsque moi, quelqu'un me propose une sortie de crise et qui dit, écoutez, dans 18 mois, on peut aller en élection, parce que c'est ce que dit la communauté internationale, moi, je ne vous prends plus au sérieux. Parce que ça prend plus que 12 mois, ça prend plus que 18 mois pour résoudre ces problèmes-là, pour mettre sur pied une véritable institution de justice et donner l'exemple de la sanction. Mais pour faire ça,
Ça ne peut pas se faire avec les gens qui nous ont mis là-dedans. Les amis, on ne fait pas du neuf avec du vieux. J'étais tellement content de voir que cette expression-là, elle est reprise par un parti politique ici au Québec. Parce que vous savez, quand vous publiez, mais les choses sont lues, etc., eh bien, la formule, elle est reprise. On ne fait pas du neuf avec ceux qui ont tiré profit du vieux. On ne peut pas demander à des gens qui se sont enrichis par la corruption de venir tout à coup résoudre le problème de la corruption. D'où, les amis, un autre pilier de ce chaos haïtien, il y a un problème de crédibilité terrible dans ce pays. C'est un problème de confiance. Oh là là, personne ne fait confiance à personne dans ce pays. En sorte que, regardez ceux qui sont là au pouvoir, là, ils sont grevés d'un manque de crédibilité terrible. En sorte que quand ils parlent, personne ne les prend au sérieux. Et ça explique la première crise dont je vous ai parlé, cette crise d'hommes. Pourquoi il y a cette crise d'hommes dans ce pays? Parce qu'il y a très peu d'hommes et de femmes qui soient crédibles dans ce pays. Regardons ceux qui sont passés au pouvoir. Si vous dites, OK, vous étiez ministre, vous étiez directeur général, vous étiez député, vous étiez sénateur, vous voulez faire partie de la solution de sortie de crise. Fine. Présentez-moi votre bilan. Pendant votre passage, n'est-ce pas, à la tête de l'État, qu'avez-vous fait qui vous qualifie pour nous proposer une sortie de crise crédible? Non. Et 9 fois sur 10, si vous prenez le temps de gratter, vous allez voir que cette personne-là, elle aussi, elle avait bénéficié de ce système de corruption. Cette personne-là, elle aussi, elle avait fait nommer, n'est-ce pas, sa conjointe, elle avait fait nommer son conjoint, elle avait fait nommer, n'est-ce pas, son fils ou sa fille à un poste pour lequel ce fils ou cette fille ou cette personne-là n'a absolument aucune qualification. Mais là, vous ne pouvez pas me dire que vous allez pouvoir régler le problème de népotisme. Vous ne pouvez pas me dire que vous allez régler le problème de clientélisme dans ce pays. Voilà pourquoi j'ai dit, pour sortir le pays de ce chaos, il faut des entités gouvernementales au sein desquelles on retrouve de véritables technocrates. Ça veut dire des gens compétents dans leur domaine, des gens intègres, de qui on ne peut rien dire parce qu'ils n'ont jamais participé dans ce système de magouille, et des gens qui aiment leur pays au point de dire « nous allons sacrifier 5 ans de notre vie pour mettre ce pays sur les rails ». Je suis tellement heureux. Je parle à beaucoup de gens en Haïti, des gens qui ont participé à des moments précis, n'est-ce pas, au pouvoir, et qui disent « mais Jean, votre proposition, c'est celle qui a du sens. C'est ce qu'on devrait faire. Mais la grosse question, c'est comment construire un consensus pour y arriver. Je vais répondre à cela vers la fin de l'émission. Et surtout, comment faire en sorte, et cette question-là, elle me répugne, comment faire en sorte que le blanc, souvent, c'est l'ambassade américaine, accepte cela. L'ambassade américaine, je l'emmerde. Est-ce qu'on peut se concentrer pour l'instant sur, n'est-ce pas, ce consensus national à construire? Il y a donc une crise de légitimité. Vous vous souvenez de ma définition de leader ou de leadership? Le leader, c'est celui qui est en parfaite adéquation avec sa collectivité, d'une part. Il est à ce point en adéquation avec sa collectivité que sa collectivité se reconnaît en lui ou en elle. Donc, il ou elle a cette légitimité populaire. Et d'où lui vient sa légitimité populaire? Parce que la collectivité réalise que cet homme ou cette femme comprend si bien la conjoncture que c'est lui ou c'est elle qui nous propose la solution.
Nous avons donc, parce que nous avons une crise d'hommes et de femmes dans ce pays, nous avons une crise de leadership. Il n'y a pas un seul homme ou une seule femme en qui la population se reconnaisse. Il n'y a pas un seul homme ou une seule femme en qui la nation, si tant est qu'il y ait nation, se reconnaisse et dise « nous vous confions ». L'attribution de nous sortir de cette crise. Et enfin, je serais naïf de le croire, pas avec ma formation, pas avec l'expérience que j'ai en termes d'observation de l'actualité internationale, la crise a un pilier géopolitique. Il y a un certain nombre de pays qui tirent profit dans l'humiliation haïtienne. Il y a un certain nombre de pays qui ont intérêt à ce qu'on soit toujours dans ce chaos-là. Parce que on a quelque chose qu'on a fait il y a 200 ans et pour lequel on veut nous punir. Il y a quelque chose à nous faire payer. Regardez cette semaine. C'est le pape qui a demandé la prière de tous les catholiques pour Haïti. Et il ajoute en substance, encore un peu, les Haïtiens cesseront de vivre, n'est-ce pas, comme des hommes. En tant qu'Haïtien, je remercie le pape pour sa sympathie, mais tout de suite, je me dis, et je l'ai dit à quelques micros, la prière n'a jamais sorti quelque collectivité que ce soit d'une crise. Soyons sérieux. Si la prière pouvait sortir une collectivité de crise, les peuples noirs, précisément parce qu'ils sont chrétiens, musulmans, etc., eh bien ces peuples noirs-là seraient les pays les plus avancés. Donc, je comprends. Le pape, de par son statut, de par sa profession, il ne connaît que la prière. Le pape n'a pas de formation en administration publique, il n'a pas de formation en sciences politiques, etc. Lui, tout ce qu'il peut demander, c'est de prier. Ce qui est fait est l'équivalent d'un vœu pieux. Mais en même temps, ça m'humilie. Je n'ai jamais entendu le pape demander la prière pour d'autres peuples, les Américains, les Français, etc. Et puis, une fois de plus, nous faisons l'objet de la pitié des gens. Quand est-ce que nous allons changer ça? Il y a une dimension géopolitique. Cette semaine, c'est le président dominicain qui est allé d'une charge d'injures et d'insultes pour les Haïtiens. Et là, contrairement à ses habitudes d'aplat ventriste, eh bien, le ministre des Affaires étrangères d'Haïti, ou plutôt le ministre des Affaires étrangères des États-Unis accrédité à Port-au-Prince, Claude Joseph, y est allé d'une réplique en rappelant aux Dominicains que votre pays, en matière de criminalité individuelle, n'est guère mieux qu'Haïti. Et là, le président dominicain a menacé les familles haïtiennes de ne plus accorder de visa aux étudiants haïtiens. Oh là là, c'est la grosse panique. Nous sommes à ce point faibles en matière de géopolitique que nous ne sommes même pas en mesure de réaliser que quand l'État dominicain accorde un visa d'étudiant à un ressortissant haïtien, c'est lui qui gagne. C'est toujours le cas. Quand l'État québécois ou l'État canadien accorde un visa étranger à des Africains, à des Asiatiques, mais c'est l'État canadien qui gagne. Je vous le dis, les universités canadiennes, les universités québécoises ne pourraient pas tenir sans l'apport des étudiants étrangers. Car la subvention de l'État ne suffirait pas pour faire fonctionner les universités. Ça prend donc l'apport des étudiants étrangers. Et dans le cas de la République dominicaine, savez-vous que c'est plus de 400 millions de pesos par année que les étudiants haïtiens apportent à l'économie
dominicaine, si bien que lorsque le président dominicain y est allé de ce coup de bluff en disant nous n'allons plus, n'est-ce pas, accorder de visa. D'abord, il a commencé par dire qu'il n'allait plus renouveler les visas des étudiants qui sont déjà sur le territoire dominicain. Par la suite, il a amoindri sa menace en disant qu'il n'accordera plus de nouveaux visas. Mais c'est parce qu'entre-temps, les universités dominicaines lui ont rappelé que sans le support de ce que les étudiants haïtiens versent dans nos caisses d'université, nous n'allons pas survivre longtemps. Et ce qu'il y a de plus humiliant, de plus affligeant, je devrais dire, c'est que tous les pays occidentaux bénéficient de la contribution scientifique des professeurs haïtiens. Je vous ai déjà dit que le réseau des universités du Québec au Canada ne verrait même pas le jour sans l'apport des cerveaux haïtiens. Et aujourd'hui encore, nos Haïtiens, nos frères et sœurs haïtiens rayonnent de tout leur feu dans divers départements. Et pourtant, nos frères et sœurs haïtiens subissent l'humiliation, l'injure et l'insulte du président dominicain, pas parce qu'ils ont commis une faute, mais parce qu'ils amènent leur fric aux universités dominicaines dans le but d'aller chercher une formation. Alors que les mêmes Haïtiens forment des Canadiens, des Américains, des Français, pour ne citer que cela. Bon Dieu! Vous savez ce qui a causé tout cela? C'est parce que les gens de bien de ce pays, les gens capables de ce pays, sont justement incapables à cause de leur ego, ils sont justement incapables à cause de leur manque de courage, ils sont justement incapables à cause de leur manque de patriotisme de parvenir à un consensus pour diriger ce pays. Pourquoi l'équipe d'Ariel est encore là? Parce que nous, les gens de bien, nous, les gens capables, nous, les gens compétents, nous ne sommes pas en mesure de construire un consensus. Et vous savez ce qui nous menace? Je vais vous le dire net. Juste avant d'entrer en onde, là, ce matin, j'étais au téléphone avec l'un des experts en matière de sécurité haïtienne et je lui ai dit, Monsieur Untel, vous savez ce qui s'en vient? Précisément parce que vous êtes incapable de construire un consensus, un beau matin. Et je vous le dis, dans les prochaines semaines, c'est ce qui va arriver si nous ne faisons pas attention. Si nous ne construisons pas rapidement ce consensus de gens de bien, écoutez-moi bien. Ma mère, elle m'a dit que m'gen jol madiok, m'gen jol kabrit. Vous savez, quand un Haïtien dit de quelqu'un m'gen jol madiok, m'gen jol kabrit, ça veut dire ce qu'il dit arrive toujours. Mais c'est pas parce que je sois devin ou prophète, c'est parce que je peux analyser une conjoncture et anticiper ce qui s'en vient. Un beau matin, vous savez ce qui va se passer, les amis? On va se lever et vous savez qui sera au Palais National? Barbecue et ses hommes. Je vous le redis. Il a suffisamment d'armes pour s'imposer à quelques centaines de policiers qui sont au palais, d'ailleurs, qui vont prendre la fuite, qui risquent même de l'applaudir. Et pire, vous savez quoi? Lorsque Barbecue et ses hommes vont s'installer au Palais National, la communauté internationale va dialoguer avec eux. Et là, vous allez dire, bon Dieu, regardez dans quel état est parvenu notre pays. Si vous suivez bien le comportement de Barbecue, il est en train de se paver la voie vers le Palais National. D'ailleurs, il ne pourra pas continuer à vivre comme ça, comme un rat. Amartissant, etc. Non, il se rend compte que personne ne résiste à ces attaques, personne ne résiste à ces coups de hit and run. Au contraire, il a même empêché le Premier ministre des États-Unis accrédité à Port-au-Prince de déposer ne fût-ce qu'une gerbe de fleurs sur le tombeau du fondateur de la nation. Je vous le dis, next step là, on va se lever un beau matin. Il sera au Palais National. Et je suis sûr que c'est ce qui est dans sa tête là.
Il aura fait ça. Savez-vous pourquoi il aura fait ça? Parce que vous et moi, nous sommes incapables de construire un consensus. Regardez les divers accords, accords de Montana, accords de ceci, accords de cela. Vous savez pourquoi il y a autant d'accords? C'est parce que les gens de bien de ce pays, ils ont un ego si surdimensionné qu'ils ne peuvent pas subordonner leur ego aux intérêts collectifs. Ah, celui-ci va dire, ah non, je ne vais pas signer cet accord, mais je vais moi-même faire mon accord. Alors que sur le diagnostic que j'ai posé là, ils sont tous d'accord. Et moi, je vous le dis, en proposant ça, je ne veux pas nécessairement faire partie d'une structure. Tout ce que je veux, c'est que mon pays aille bien et que mon pays soit aux mains des gens capables, donc des gens compétents, des gens intègres et des gens patriotes. Peu importe le nom de la personne, homme ou femme, je vais applaudir, je vais soutenir la personne. Vous savez ce qui nous tue dans ce pays? Et c'est un défaut qui existe du plus jeune enfant jusqu'au plus vieux dans cette nation. Vous savez comment ça s'appelle? Si c'est pas moi que fait, il n'est pas bon. Et là, ça c'est un défaut qui gangrène les intellectuels. Vous écrivez quelque chose, plutôt que de mesurer la valeur de la chose, si c'est pas moi qui écris, il n'est pas bon. Si c'est pas moi qui dis, il n'est pas bon. Avec des comportements comme ça, le comportement, si c'est pas moi qui le fais, c'est pas bon. Si c'est pas moi qui le dis, c'est pas bon. Si c'est pas moi qui l'écris, c'est pas bon. Si c'est pas moi qu'on est, mais ça n'a pas existé. Il y a des gens qui sont comme ça, hein. S'ils sont pas au courant d'une chose, c'est que la chose n'existe pas. Oh là là, vous savez, avec ce comportement-là, on va se lever bientôt. Barbecue sera au Palais National. Et là, on ne pourra pas l'en déloger. Pour déloger Barbecue, et c'est le piège, j'ai parlé du support géopolitique, et c'est le piège dans lequel les États-Unis et la République dominicaine veulent nous enfermer, justement. Une fois que Barbecue et ses hommes se seront installés au Palais National, pour les en déloger, c'est-à-dire pour les faire partir de là, vous allez faire appel à qui, selon vous? Au GI. Vous allez faire appel à qui? Aux Marines. Et eux, ils vont venir, ils vont effectivement déloger ces barbecues et ils vont s'installer dans ce pays, cette fois-ci, pas pour 19 ans. Ils vont s'installer pour longtemps et entre-temps, ils vont voler toutes nos ressources, c'est ce qu'ils veulent. Les amis, ne l'oublions pas, hein, il y a un principe en sciences politiques, un principe en administration publique. La politique dans les pays qui marchent est toujours au service des intérêts économiques. Donc, le chaos que l'on voit, tout comme l'ordre qui est à souhaiter, ils seront au service d'intérêts économiques. Et ne venez pas vous plaindre par la suite, parce que comme le dit Einstein, ce ne sont pas les méchants qui font périr le monde, c'est les gens de bien qui laissent faire les méchancetés sans rien faire. Alors regardons dans notre cas à nous ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire, les amis? Quand vous avez une crise institutionnelle, donc vous ne pouvez pas compter sur les institutions. Quand vous avez une crise politique, vous ne pouvez pas compter sur les politiciens, sur les politiques. Mais c'est la société civile qui doit prendre les choses en main. Voilà pourquoi j'ai lancé au mois de juillet dernier le mouvement Cash. Et grâce à ce mouvement, des gens nous ont fait plein de propositions. J'ai sorti une liste de noms. J'espère qu'on ne verra pas les noms parce que je ne veux pas lancer ces gens-là à l'abattoir. Que ce soit les gens de l'extérieur ou des gens de l'intérieur, on nous a suggéré des noms qui répondent justement
à ces 3 critères. Critères, n'est-ce pas, de compétences. Chacun en ses champs de compétences, bien sûr. Il n'y a pas une seule personne qui détienne des compétences en tout. Critères d'intégrité, impeccable. Critères de patriotisme. Et là, j'ai quelqu'un avec qui je suis en communication constante en Haïti parce que lui, il a déjà fait, n'est-ce pas, de la politique en Haïti. Il connaît tout le monde et à peu près tout le monde le connaît. Et à chaque fois que j'ai des noms qu'on me suggère, je lui dis, mais écoutez, est-ce que vous voulez contacter telle ou telle personne, etc. Ma tristesse dans cette affaire, c'est que beaucoup de gens qu'on a recommandés ont dit, ah non, moi-même, papa, je ne vais pas entrer dans la politique dans le pays, ça. Je ne vais pas mourir. Beaucoup de ces gens ont dit, ah non, 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 moi, je ne veux rien savoir de ça, là. Vous ne comprenez rien parce que le pays, ça, ce n'est pas haïtien qui a dirigé vraiment, c'est américain. En fin de compte, on s'est retrouvé avec une short list de gens qu'on a contactés, parmi ceux que vous nous avez recommandés, que d'autres ont recommandés, etc. Et vraiment, c'est des gens-là, mon Dieu, qui ont les compétences qu'il faut. Beaucoup se sont défilés en disant « Ah ouais, mais je suis trop vieux, vous savez. » Et quand je leur ai parlé à ces gens-là, je leur ai dit nous devons, vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai parlé d'une alliance entre les va-nu-pieds de ce pays et les descendants de pétillants de ce pays. Nous devons nous rencontrer. Et j'ai un ami qui m'a dit, Jean, en proposant de faire une sainte alliance avec les Marozo, les Tilapli, les barbecues, vous n'êtes pas en train de promouvoir l'impunité. J'ai dit, pas du tout. D'ailleurs, j'ai dit qu'il faut mettre sur pied une commission vérité et justice. Et dans tous les pays du monde, on fait des offres à des criminels. On va leur dire, si vous acceptez de passer à table, si vous révélez votre réseau, si vous nous refilez des informations sensibles, eh bien, si vous deviez passer 20 ans en prison, on va commuer votre peine en 5 ou 10 ans dans tous les pays du monde. Mon jeune ami qui filme avec moi cette émission me rappelle qu'il y a quelques semaines, au Canada, à Montréal, parce que Montréal fait face à un problème d'insécurité ces jours-ci. Dans certains quartiers chauds de la ville, mais on entend des coups de feu à toutes les heures. Eh bien, vous savez, le chef de la police de Montréal, dernièrement, il est allé d'une conférence de presse dans laquelle, tenez-vous bien, il a demandé au chef de la mafia de tenir ses hommes tranquilles. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est que d'une part, il reconnaît qu'il y a une mafia, hein? 2, qu'il reconnaît qu'à la tête de cette mafia, il y a un chef. Et 3, il dit, moi, je sais que vous êtes en mesure de régler le problème, mais réglez le problème. Et quand un chef de la police vous dit ça, c'est qu'il y a des canaux de communication officieux qui sont établis entre eux. Dans tous les systèmes de justice au monde, je dis bien dans tous les systèmes de justice au monde, le procureur de la couronne va proposer à certains criminels des arrangements pourvu qu'ils disent ou bien qu'ils aident le système à comprendre, n'est-ce pas, justement, le réseau de criminalité. Pourquoi on ne le ferait pas chez nous? Ne nous mentons pas. Les barbecues de ce monde, les 400 Marozo de ce monde, les Tilapli de ce monde ont acheté un droit de cité. Ils s'imposent. Et plutôt que de demander à des étrangers, pour qui ils travaillent à bien des égards, sans nécessairement s'en rendre compte, de venir les déloger, à un moment donné, en tant que fils et filles du pays, si on veut résoudre ce problème, il faut comprendre comment fonctionne ce système de criminalité. On va leur souhaiter de s'asseoir avec nous, de passer à table, comme on dit, qu'ils nous disent comment fonctionne leur système et s'ils ont véritablement commis des crimes,
plutôt que d'être coffrés pour 20 ans, pour 30 ans, mais on envisage de commettre leurs crimes. Mais ça existe dans tous les pays du monde, les amis. Alors revenons à cela. Qu'est-ce qu'il faut faire, les amis? Il faut une alliance aujourd'hui des gens de bien de ce pays. Il faut que les gens qui en ont les compétences, les gens qui en sont capables, acceptent de se parler, pas pour passer dans l'opposition, c'est facile pour nous, hein. Aussi longtemps que Jovenel était au pouvoir parce qu'il était vivant, c'était facile de dire « v'lez pas v'lez, faut l'aller ». Mais Jovenel, sitôt supprimé, on réalise qu'il n'y avait aucune alliance, sinon que celle de faire tomber un gouvernement. On doit transcender ça. Il faut construire un consensus. Et c'est à ça que je travaille, les amis. J'ai des gens que j'arrive à convaincre de faire partie de ces entités-là. Le Conseil de gouvernement pour la refondation nationale ou de la commission de contrôle de l'action gouvernementale. Il y a des gens que je n'arrive pas du tout à convaincre. Ils disent « Ah Jean, moi, non, je ne veux rien savoir. Haïti, là, son pays glissé, rien ne changera. » C'est dommage. Mais maintenant qu'on a une petite liste, les amis, on a deux grands défis. Le premier, c'est d'amener ces gens-là à se révéler. Pour l'instant, c'est très délicat, je comprends. Beaucoup me disent, Jean, oui, j'accepte, ne me citez pas mon nom. Je comprends parce que si je cite un nom là, cette personne-là devient un bouc émissaire. Et je me sentirais mal que, parce qu'on a cité un nom, que cette personne-là soit kidnappée, que cette personne-là, n'est-ce pas, soit littéralement tuée, parce que ceux qui sont au pouvoir verront en elle, cette personne-là, une menace. Mais le deuxième défi, comment on va faire pour installer effectivement ces gens-là au pouvoir? Et c'est là où on va parler de quelque chose qu'on appelle la légitimité populaire qu'on doit construire. En Haïti, historiquement, je vais vous dire comment les gens parviennent au pouvoir. En Haïti, les gens parviennent au pouvoir par les armes, historiquement. Tout notre 19e siècle et le début du 20e siècle, jusqu'à l'occupation américaine, c'est des prises de pouvoir par les armes. On appelle ça improprement une révolution. Je suis plus fort, j'arme des hommes et des femmes et je marche contre le palais national, je renverse le président qui prend la fuite et je m'installe jusqu'à ce que je sois renversé par un autre groupe. Une deuxième façon de prendre le pouvoir en Haïti, c'est par une passation de pouvoir. En général, qui est-ce qui passe le pouvoir en Haïti? C'est l'ambassade américaine. Vous notez que, je ne m'inscris pas à la prise de pouvoir par les armes, pas pour le moment, parce que c'est risqué. Je dis bien pour le moment, parce que quand on fait une analyse politique, notre analyse peut évoluer. Je ne m'inscris pas du tout dans l'idée d'aller négocier avec l'ambassade américaine pour que l'ambassade américaine se résolve à considérer notre proposition. Je l'emmerde, l'ambassade américaine, c'est pas compliqué. La troisième façon, qui est plus rare, et dans toute l'histoire d'Haïti, c'est peut-être le premier Aristide qu'il a eu, c'est d'aller chercher la légitimité populaire. Et vous savez ce qu'on va faire, nous? Ce que je suis en train de vous dire là, je vais le prêcher en créole dans des émissions de radio hebdomadaires en Haïti. Il faut que les gens capables de ce pays, les gens compétents de ce pays, tendent la main à la population haïtienne. Trop longtemps, les gens compétents, les gens scolarisés, les gens formés se sont coupés de la population car ils estiment que de toute manière, le pouvoir leur revient de droit. Et qu'est-ce que ça a donné dans notre histoire? Ça a donné les 3 hold-up dont j'ai parlé dans mon livre. L'histoire de ce pays repose sur 3 hold-up. Le hold-up du pouvoir. Des gens qui s'estiment capables se sont emparés du pouvoir.
le hold-up de l'avoir. Les gens s'emparent du pouvoir pour pouvoir, n'est-ce pas, s'accaparer les sources de richesse dans ce pays, généralement les terres. Et un hold-up du savoir, ceux qui sont au pouvoir ne se sont vraiment jamais préoccupés de distribuer le savoir à la population qui demeure jusqu'à présent, après 200 ans d'histoire, jusqu'à 55, sinon 60% analphabètes. Donc, si l'on veut évacuer ces trois hold-up du pouvoir, hold-up de l'avoir, hold-up du savoir, il faut aller chercher la légitimité populaire. Il y a un politicien haïtien qui a dit, en Haïti, l'État et la nation ne se parlent pas. Moi, je vais le dire autrement. Dans le mot État-nation, vous avez normalement un trait d'union. En grammaire française, le trait d'union sert à lier deux mots. Mais en Haïti, dans État-nation, ce n'est pas un trait d'union qu'on a entre l'État et la nation, c'est un abîme. Ceux qui sont au pouvoir fonctionnent sans tenir compte de la nation, c'est-à-dire de la population, et la population n'a jamais su compter sur ceux qui sont au pouvoir. Mais si je veux qu'on me prenne au sérieux dans cette alliance des gens de bien, nous devons aller chercher la légitimité de la population. Voyez, je suis convaincu que si on prend le temps d'expliquer à la population, dans des émissions de radio, parce que tout le monde écoute la radio, sur YouTube, sur les médias sociaux, mais en créole, n'est-ce pas, ce qu'on est en train de dire là. Pourquoi je le fais en français le dimanche? Parce que j'ai entre 33 et 37% de mon auditoire qui est francophone. Et là, je ne veux pas perdre ce 37%-là, mais on va régler ça. J'aurai une ou des émissions de radio en Haïti, en créole, où on va expliquer la crise à la population haïtienne, comment s'en sortir, dans quel but on va faire ça, dans le but d'aller chercher la légitimité populaire pour ces gens-là. Je vais vous le dire. Qu'est-ce que c'est que la légitimité populaire? Est-ce que vous étiez vivant en 90, en 89, 88? Vous étiez peut-être jeune ou vous étiez déjà adulte. Jean-Bertrand Aristide n'avait peut-être même pas besoin de vote pour qu'on sache qu'il avait la légitimité populaire. Comment a-t-il acquis sa popularité? Mais parce que il prêchait du haut de son église et ses prêches retrouvaient les aspirations du peuple. Ses prêches étaient diffusés par les stations de radio. Pensez à Radio Soleil à Port-au-Prince et dans tout Haïti. Pensez à Radio de la Voix, l'Ave Maria au Cap, entre autres, n'est-ce pas? Il a fini par se faire connaître et aller chercher cette légitimité populaire. Si on est en démocratie, je refuse de négocier avec l'ambassade américaine pour que l'ambassade américaine, n'est-ce pas, accepte de voir du bon sens. C'est une solution haïtienne qu'il nous faut. Cette solution haïtienne doit être, n'est-ce pas, le fruit d'un consensus entre les gens capables qui vont chercher la légitimité populaire. Si on est en démocratie, on ne peut pas se foutre de la légitimité populaire. Mais la légitimité populaire, cela se sème, cela s'acquiert. Est-ce qu'on peut faire ce chemin pour combler cet abîme, pour combler cet écart qui existe entre les gens capables et les gens de la population et régler une fois pour toutes ce triple hold-up du pouvoir, de l'avoir et du savoir? Pour combler cet écart, c'est nous qui devons nous rapprocher de la population. Cela s'appelle justement être un intellectuel organique, être une élite organique. Ça veut dire, il ne faut pas se contenter de prendre position pour la population, mais il faut aller chercher la légitimité de la population. Et si on construit, les amis, je vous en ai parlé depuis le mois de juillet, si on prend le temps de construire ce mouvement citoyen, personne ne pourra nous empêcher de mettre sur pied ce que la nation nous confiera comme mandat pour mettre sur pied. Vous dites, ah oui, mais si vous n'êtes pas d'accord avec des élections, non, il n'y a pas que la légitimité électorale. Il y a
une légitimité constitutionnelle, plus personne ne l'a. De toute manière, on envisage de réformer, sinon de changer cette constitution, mais il y a aussi la légitimité populaire. Si ce qu'on dit là se rend aux oreilles du paysan qui se trouve au fond de ce pays, et que ce paysan donne son accord, eh bien, cela va se sentir, cela va se savoir. Et on va, une fois pour toutes, régler le chaos qui existe dans ce pays. Et je voudrais, en terminant, relire l'une de mes phrases conclusives dans mon dernier livre, Être noir, une fabrication occidentale, comment détruire la matrice. J'ai cité justement Einstein, page 243 de mon livre. Je vous lis, et c'est tellement sage ce qu'il dit. Et en ce moment, cette phrase-là nous concerne, nous les gens capables de ce pays, et qui refusons de nous mouiller le maillot, qui refusons d'entrer en lice sous prétexte que ça ne changera jamais. Mais l'affaire, c'est que la nature a horreur du vide. Si nous refusons de plonger là-dedans, mais c'est les autres qui vont le faire. Arrêtons de dire qu'on ne se mêlera pas de politique, car les affaires politiques, c'est les affaires de tout le monde, et l'affaire de tout le monde sont des affaires politiques. Et quand on ne veut pas se mêler de politique, c'est la politique qui de toute manière se mêle de nous. Je vous le mets en garde contre cela, les amis. Si on ne fait pas quelque chose, si on ne parvient pas à une alliance des gens de bien dans ce pays, dans quelques semaines, on va se lever un beau matin, barbecue sera au Palais National. Et là, il sera trop tard. Je vous lis cette phrase d'Einstein que j'ai citée dans mon dernier livre. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Vous écoutez ça? On pourra dire, Haïti ne sera pas détruite par ceux qui font le mal, mais Haïti sera détruite par ceux qui les regardent, ces gens-là, sans rien faire. L'Afrique ne sera pas détruite par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent faire sans rien faire. Je plaide aujourd'hui pour une alliance entre les gens de bien. Je suis à l'écoute. Je suis prêt à vous parler, je suis prêt à vous rencontrer pour que on tombe d'accord sur un plan consensuel. Et une fois qu'on sera d'accord, on ne va pas s'imposer. Il nous faut tendre la main à la population pour aller chercher la légitimité populaire. Si on parle à cette population, si on prend le temps de lui expliquer ce que les politiciens ne font pas ou ne font que rarement, cette population comprendra et nous suivra dans cette réforme en profondeur qu'il nous faut lancer dans ce pays, car il y a 13 chantiers fondamentaux sans lesquels il n'y aura pas de pays. J'espère vous avoir été utile. Merci d'avoir été à l'écoute. Mes livres sont en vente sur amazon.ca, sur mon site www.jeanfilsaimé.com. Achetez-les, lisez-les, discutez-en en groupe, en famille et faisons cette sainte alliance entre gens capables, d'une part. Allons chercher la légitimité populaire. C'est à nous d'aller la chercher. Pas nécessairement par des élections bidons. On peut aller chercher la légitimité populaire par l'éducation citoyenne. Et fort de la légitimité populaire, initions les chantiers de réforme plus que nécessaires dans nos pays. J'espère vous avoir été utile. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Au revoir. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir.
L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va.